Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Madame et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Après l'entreprise Yango, c'est au tour de Gozem. Elle s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur en matière de transport en République du Bénin. Une conférence de presse a eu lieu ce jour au siège de la dite société. Le détail dans quelques instants. 33 structures d'accueil spécialisées désormais en possession de leurs agréments. Après étude de dossiers et inspection de sites, le ministère des Affaires sociales le leur accorde pour garantir la protection de l'enfance. Et puis, hors de nos frontières, la CEDEAO approuve un tribunal spécial pour juger les crimes sous Yaya Jammeh en Gambie. Pendant ce temps, au Mozambique, le cyclone Chido a touché terre au Mozambique le 15 décembre et fait au moins 34 morts, des centaines de blessés et des milliers de déplacés. Bienvenue à toutes et à tous. Gozem s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur en matière de transport en République du Bénin. Une conférence de presse a eu lieu ce jour au siège de la dite société suite à la visite du directeur des transports terrestres et aériens. Les propos recueillis par Jérôme Hungbo nous en disent long. Nous sommes présents au Bénin depuis 6 ans. Gozem, c'est plus de 200 employés déclarés et assurés, 5 villes lancées, plus de 10 000 partenaires, plus de 5 000 véhicules financés. Donc l'activité est nouvelle, comme vous le savez tous. Et comme elle implique des professionnels de transport, il est nécessaire de travailler de concert avec les autorités pour trouver la bonne approche. Nous sommes déterminés à faire de ces différentes discussions et travaux une réussite et un cas d'école pour le Bénin. Nous leur avons fait savoir qu'ils sont dans le transport, parce que les usagers qui mettent en relation avec les véhicules griffés Gozem sollicitent des services de transport. Donc, de ce fait, ils sont dans ce service de transport. Ce qu'ils ont reconnu et ont pris l'engagement de se conformer à cela à travers la demande d'agrément au niveau des services de transport. Donc, c'est ce que nous avons retenu. Ils sont une société constituée au Bénin, connue de l'administration fiscale, des services de la main-d'œuvre, je parle de la CNSS et autres, parce que c'est du personnel selon leur déclaration traité conformément aux législations en vigueur. Mais ça n'exclut pas qu'ils puissent se conformer à la réglementation en ce qui concerne les services de transport. La campagne de commercialisation du soja s'annonce-t-elle sous de bons auspices? Entouré de 3 membres de son gouvernement, le chef de l'État a rencontré les acteurs de l'interprofession soja au palais de la Marina. Tous les contours relatifs à ce secteur ont été examinés. Jérôme Hungbo et Bernol Djogbe ont tendu leur micro à 2 membres de l'interprofession au terme de la séance de travail. Suivant plus tôt. Nous avons eu une séance de travail avec le chef de l'État et quelques ministres sur le déroulé de la campagne de commercialisation du soja au titre de cette campagne 2024-2025. Le chef de l'État était vraiment soucieux de savoir comment est-ce que cette campagne va se dérouler. Donc nos échanges avec le chef de l'État l'ont rassuré que cette campagne se passera dans de très belles conditions. L'inquiétude que l'interprofession avait et le challenge à relever, c'était la répression vis-à-vis des producteurs au cours de la circulation de leurs produits des champs pour leur domicile et des domiciles vers les magasins. Et cet état de choses a été fustigé par le chef de l'État qui a quand même promis prendre des dispositions afin que les producteurs se retrouvent libres dans la circulation, n'est-ce pas, de leurs produits. Les transformateurs qui viennent chercher les produits doivent prendre la fiche de convoyage. Donc cette fiche-là, on appelle bordereau de livraison. Donc ces fiches sont détenues par les présidents CCPS qui les signent. Ça permet également de renchérir les statistiques pour savoir par arrondissement, d'abord par commune, et faire les bilans de temps en temps. Donc c'est tout ça là, on a décortiqué point par point avec le PR. Il faut dire qu'il y avait quand même la présence du ministre d'État, Abla Bertiani, également le ministre de l'Agriculture et celle du Commerce. Je voudrais inviter nos frères producteurs à se calmer, de ne pas faire fi aux intoxications. Nous sommes là, nous sommes élus
pour la promotion de cette filière. Et en faisant la promotion de cette filière, c'est de tout faire pour que la famille des producteurs soit à l'aise, ainsi que celle des transformateurs. Ce qui est interdit, je veux encore bien le rappeler, c'est les sorties frauduleuses. Pour les zones frontalières, il y aura quand même des mesures de sécurité qui vont quand même permettre à ce que le soja produit au Bénin soit utilisé par les fils du Bénin pour créer de la richesse pour les enfants du Bénin. Et le maraîchage est une activité qui est plus menée le long des zones humides de Porto Novo. Quel point faire des actions du gouvernement dans le secteur à ce jour? Eh bien, les interventions du gouvernement dans le secteur agricole au profit de la municipalité aux Trois Noms est présentée aux populations de cette ville. C'est dans le cadre de la reddition de comptes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en tournée de bilan dans les 77 communes. L'étape de Porto Novo, c'était lundi dernier, sous les yeux de Vitis Aroré et Calvador Arouano. Les actions du gouvernement dans le secteur agricole au profit de la ville de Porto Novo expliquées aux populations à la Maison des Jeunes de Diagankwevi. De l'agriculture à l'élevage, en passant par la pêche, les projets et programmes gouvernementaux ont été facilités grâce à l'action collective des pouvoirs publics et des organisations professionnelles locales. Pour la filière maïs, il y a la facilitation de la mise en place de près de 250 kg de semences certifiées de maïs dans le cadre du PNDF maïs en 2022. La facilitation de l'accès aux intrants est effective via le fonds revolving de Payavo. Nous avons bénéficié des aménagements hydro-agricoles avec maîtrise de l'eau sur 3 sites maraîchers à Zumpa, Louo, Tomé et Akron. D'autres aménagements hydro-agricoles sur 3 sites également, mais avec maîtrise partielle de l'eau à Gbekon, Doha, Dedomé et Louo. On note également la facilitation de l'accès aux intrants et les subventions. En ce qui concerne l'élevage, il y a eu la mise en place de 5500 poussins pontes d'un jour à prix subventionné, importés de Belgique et autres produits dans les couvoirs locaux de 2020 à 2023. Nous avons la mise en place d'aliments en volaille, 3 tonnes environ. Les acteurs au niveau de Porto Novo ont fait preuve de sagesse. Premièrement, il y a la reconnaissance de tout ce que le chef de l'État a fait en bien. Ça a été dit tout le temps en termes d'appréciation, mais il y a les nouveaux besoins qui sont exprimés. Entre autres besoins exprimés, c'est en termes d'infrastructure. Ils pensent que, comme Porto Novo est une zone urbaine, qu'il va falloir effectivement aménager les cours d'eau pour faciliter et encourager le développement de l'élevage et de la pisciculture dans la ville de Porto Novo. Autre intervention majeure du gouvernement, le renforcement des capacités des producteurs agricoles de Porto Novo. Dans ce volet, les exposés ont rappelé, entre autres, la formation en entrepreneuriat agricole des jeunes et la formation des pisciculteurs en matière d'alimentation des poissons et de gestion des fermes piscicoles. La Caisse de dépôt et consignation du Bénin, c'est aussi l'heure de la reddition des comptes, une opération qui ici intervient pour célébrer les 5 années d'existence de la CDCB. L'occasion est propice donc pour l'entreprise de réaffirmer son statut de vecteur d'intégration et d'accompagnement afin de favoriser la maîtrise des ressources humaines, une expérience fructueuse et capable d'améliorer le devenir des entreprises publiques et privées. C'est ce que nous dit Gilles Danso. Deuxième édition CDC Bénin Talk. La CDC, la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin, est une institution financière publique qui enregistre 5 ans de vie, 5 ans de mobilisation de ressources intérieures afin de financer les projets d'investissement et de créer la valeur ajoutée. Cette rencontre avec les partenaires se veut une occasion de reddition de comptes. Nous avons eu une année 2024 riche, nous avons eu beaucoup de défis, beaucoup de challenges que nous avons relevés en termes de collecte de ressources, en termes de financement de projets. Et nous avons une année 2025 qui nous attend, qui sera encore pleine de challenges. Des partenaires et pas des moindres pour apporter un nouveau souffle au tissu économique béninois. En tant que banquier, nous souhaitons être rassurés sur la qualité des sponsors, la qualité des promoteurs.
Et la CDC, lorsqu'elle intervient dans une opération, apporte cette crédibilité, ce confort aux banques locales que nous sommes et donc nous donne effectivement beaucoup plus de facilité dans l'instruction des dossiers. Je l'indiquais également tout à l'heure, depuis la création de la CDC, nous avons développé un partenariat gagnant-gagnant avec la CDC. Nous avons accompagné ensemble des projets donc, où la CDC est actionnaire et nous avons apporté notre participation en dette. Et nous travaillons au quotidien pour financer ensemble les entreprises qui contribueront au développement du Bénin et notamment les entreprises dirigées par des promoteurs béninois. Nous envisageons plusieurs modes de collaboration et ce dans différents domaines. Un pourrait prendre la forme de mécanismes dans lequel la Caisse des dépôts serait actionnaire de ces projets et nous pourrions intervenir comme prêteurs. Une deuxième approche, c'est de travailler ensemble sur des secteurs d'intérêt, ça peut être notamment le cas du logement, où nous travaillons à une compréhension commune du secteur en vue d'améliorer le financement privé dans ce domaine. De quoi impacter positivement le secteur économique. Plus de 2 ans et 9 mois déjà qu'elle dure. Elle, c'est la guerre russo-ukrainienne qui affecte l'économie mondiale. Que faut-il pour un dépôt définitif des armes par les deux pays? L'Observatoire d'analyse de l'histoire et de la politique internationale propose des pistes de solutions pour une sortie de crise. Elle souligne le rôle majeur des États-Unis dans l'instauration d'une paix durable entre les deux nations. Le président Cyprien Gbemassé nous en dit plus au micro de Christelle Tongodo et Jean Nobima. Première proposition, plaidoyer pour un sommet américano-russe. Ce sommet doit se dérouler sur un terrain neutre. Néanmoins, le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York est par exemple un lieu approprié. Au cours de ce sommet, il doit y avoir obligatoirement un tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine, assistés de leurs spécialistes respectifs à la défense et aux affaires étrangères. Ce sommet doit aboutir à l'annulation pure et simple de toutes les sanctions contre la Russie depuis mars 2022 et à l'arrêt de toute poursuite judiciaire et de toute investigation toujours problématique des crimes de guerre. Deuxième proposition, renoncement de l'Ukraine par écrit de son entrée dans l'OTAN. Troisième proposition, abandon par la Russie de toutes les régions ukrainiennes annexées depuis 2014 conformément au droit international. Enfin, la quatrième proposition, création d'une confédération russo-ukrainienne. La Russie et l'Ukraine représentent presque un même pays. L'union entre les deux pays sera donc une union naturelle en tout et pour tout. S'il n'y a pas fédération ou de confédération, ou bien des concessions territoriales de la part de l'Ukraine, alors ce sera une guerre permanente comme le statu quo israélo-arabe et peut-être le début de l'extinction partielle de l'actuelle civilisation. Que l'humanité prenne donc garde et se lève vite pour la paix. Voyons à présent cette œuvre sociale qui entre dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour la santé des populations. Les formations sanitaires du département du Borgou disposent désormais de renforts pour l'évacuation des patients. 24 ambulances leur sont officiellement remises ce lundi par le préfet du département sous les yeux d'Alexis Assogba et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. 24 ambulances médicalisées au profit des centres de santé et hôpitaux du Borgou. Cette action sociale renforce l'un des axes prioritaires du programme du gouvernement 2021-2026, offrir aux populations des soins de santé de qualité pour le bien-être général. Vous convenez avec moi, au regard de son pragmatisme, que le chef de l'État est un homme de parole et respectueux de ses engagements. La présente cérémonie de remise des 24 ambulances médicalisées aux formations sanitaires du Borgou acquises sur le budget national, qui fait suite à celle du lundi 17 juin 2024 à Cotonou, traduit, s'il en était besoin, l'engagement du gouvernement à respecter sa promesse relative au renforcement de l'accès équitable des populations aux soins de santé. Ces ambulances, qui viennent s'ajouter à celles existantes, permettront d'assurer de façon efficace la gestion du transfert des patients par les services d'aide médicalisée d'urgence SAMU vers les hôpitaux de référence.
Nous n'avons aucun doute du bon usage qu'en fera le personnel de santé et de la plus-value que ces équipements apporteront dans l'amélioration de la qualité de l'offre de services ainsi que de leur accès aux populations. Je voudrais remercier tout particulièrement le chef de l'État et réitérer l'engagement des communes du Borgou à demeurer aux côtés du gouvernement dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de travail des agents de nos structures sanitaires. Les autorités administratives invitent les bénéficiaires à faire un bon usage des ambulances reçues. Cette bonne gestion va accompagner la vision du chef de l'État, Patrice Talon, pour l'accès des populations aux soins de santé de qualité sur l'ensemble du territoire national. Et d'une bonne nouvelle à une autre, celle-ci est à présent à l'endroit de la ville de Cotonou. Le dernier classement des 30 villes africaines les plus attractives, piloté par Jeune Afrique Intelligence Unit, établit que la capitale économique du Bénin est la plus propre d'Afrique de l'Ouest et la 6e plus propre d'Afrique. Le détail avec Ariane Da Silva. Ville plus propre de l'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou. La métropole économique du Bénin figure sur la liste des 30 villes africaines les plus attractives classées par Jeune Afrique Intelligence Unit. Le même classement révèle que le centre administratif et commercial du Bénin est la 6e ville la plus propre d'Afrique après Kigali au Rwanda. En tête avec une note de 9,5 sur 10. Elle est suivie de Rabat au Maroc, d'Alexandrie en Égypte, de Gaborone au Botswana, du Cap en Afrique du Sud et de Cotonou au Bénin avec une note de 7,3 sur 10. C'est un résultat qui témoigne des efforts consentis par les structures centrales et délocalisées, les initiatives privées ainsi que la prise de conscience en faveur de l'amélioration du cadre de vie au Bénin. Cotonou se transforme et bouge. Elle est aujourd'hui plus propre que plusieurs autres villes d'Afrique. Pour réaliser cette évaluation, Jeune Afrique a mené l'enquête auprès d'un échantillon de près de 2000 personnes. Elles ont livré leur perception de la propreté des villes concernées sur une échelle de 0, extrêmement sale, à 10, parfaitement propre. La propreté urbaine est un service public du quotidien, un élément important de l'image d'une ville. Elle serait aussi le signe de l'efficacité de la gouvernance. Et de nouveaux jours vont bientôt se lever pour le CEG Hubert Maga. L'ancien élève Rachidi Gbadamassi fait œuvre utile en répondant à la sollicitation de cet établissement par rapport à la reconstruction d'une partie de son mur précédemment tombé lors des dernières pluies. À la faveur de la cérémonie des couleurs ce lundi, l'actuel ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, dans la peau de donateur, a annoncé la bonne nouvelle aux élèves du collège de Parakou. Le détail avec Ronald Robinson et Michael Nouati. Tel un sauveur, Rachidi Gbadamassi répond favorablement à la détresse du collège d'enseignement général Hubert Maga qui avait perdu une partie de sa clôture. Nous avons tapé à plusieurs portes qui sont toujours restées fermées. Comme on vous connaît et on connaît votre générosité, vous avez pris l'initiative de venir nous aider. Nous, élèves du CEG Hubert Manga, par ma voix, vous disons infiniment merci. Désormais, nous allons retrouver la sécurité qui caractérise notre collège et la sécurité pour apprendre et travailler. Depuis que la clôture est tombée, les surveillants ne peuvent plus dormir. Ils ne peuvent plus rester dans leur bureau pour travailler parce qu'il fallait chaque jour veiller à ceux qui entrent et qui sortent. Depuis la semaine dernière, nous avons déjà commencé à constater que ceux qui fument, les stupéfiants ne commencent déjà pas à entrer dans le collège et ils risquent même de les contaminer, de les entraîner dans ces actes de déviance. Loin des effets d'annonce, Rachid Gbadamassi, ancien élève de cet établissement, joint l'acte à la parole en lançant les travaux de reconstruction du mur tombé. En tant que dirigeant, en tant qu'élu, c'est ce qui devait nous préoccuper. Est-ce que vous savez que le président Patrice Talon a prévu dans le budget général de l'État 2025 la construction de 1200 modules de classe sur toute l'étendue du territoire national. La construction de plus de 155
commissariat, à l'heure où l'insécurité bat son plein. C'est ce qui est prévu dans le budget. Vous constatez également que tous les bâtiments sont vétustes, les toitures. Devant le poids des doléances de l'établissement, Rachid Gbadamassi projette l'organisation d'une journée de réflexion des alumni du CEG Hubert Maga, assorti d'un programme de réhabilitation du plus ancien des collèges de Parakou. Et je l'annonçais tantôt en titre, l'État prend des mesures pour garantir et veiller à la création et au bon fonctionnement des centres d'accueil et de protection de l'enfance, conformément à cette disposition du Code de l'enfant. Le ministère des Affaires sociales, après étude de dossiers et inspection de sites, décide d'accorder l'agrément à 33 structures d'accueil spécialisées. La remise a eu lieu au cours d'une cérémonie organisée ce lundi à Cotonou. Simon Vignon et Alexandra Djotan pour le point. Nous avons notre agrément. Ça fait beaucoup de plaisir. Ils viennent tout droit de Toribocito, dans l'Atlantique, et travaillent pour le bien-être de l'enfance au sein du centre Cœur Uni. 9 garderies et 24 centres d'accueil et de protection de l'enfance dont Cœur Uni sont aujourd'hui officiellement reconnus par l'État à travers cette cérémonie de remise d'agrément. Un CAPE, c'est un centre qui accueille plusieurs catégories d'enfants. Des enfants en situation difficile, des enfants de la rue, des enfants victimes de violences, des enfants victimes de viol, des enfants rejetés par les parents, des enfants orphelins. Et ces centres accompagnent les enfants sur les plans psychosociaux, leur donnent de l'affection, leur donnent la protection parentale qu'ils avaient perdue. Chers récipiendaires, vous avez donc été sélectionnés en raison de vos efforts de respect des normes fixées par les décrets 2022/072 et 2023/391 portant respectivement création, organisation et fonctionnement des KPE et garderies en République du Bénin. Cette cérémonie marque donc la reconnaissance de vos efforts et constitue une invite au maintien du niveau atteint ainsi qu'à l'accroissement des actions de protection pour le mieux-être de vos pensionnaires. C'est une effusion de joie pour ces acteurs qui œuvrent dans la protection de l'enfance sur l'ensemble du territoire national. Nous vous faisons la ferme promesse de tenir notre engagement afin de ne pas vous décevoir. Pour des cadres réellement protecteurs pour les enfants accueillis, il est prévu un suivi et un contrôle régulier de ces centres nouvellement agréés. Ils étaient au départ 712 candidats à l'assaut du premier prix du concours Mimoun édition 2024. Et dans l'antichambre de la finale, seulement 24 ont finalement composé ce matin l'épreuve, la dernière épreuve de passage à la dernière partie de cette compétition. Le point avec William Choki et Bernard Djogbe. Face à l'épreuve du jour, Grâce divine est en pleine concentration. Elle fait partie des rares écoliers à passer les mailles de la phase départementale. Elle est âgée de 9 ans et vient de l'école primaire publique de Kaké 5, c'est dans la commune de Savalo. Comme elle, 23 autres candidats venus des 12 départements du Bénin frottent les méninges pour décrocher le sésame de la finale de la 66e édition du concours Mimoun, organisé par la Société des radios et télévisions du Bénin. Depuis 1958, c'est l'amour qui gagne. Un banc pour nous. Distribution des copies aux candidats, lancement des épreuves et le mot d'encouragement du premier responsable de la SRTB. Nous avions initialement reçu 712 candidatures et de ces 712, vous êtes ici 24, de ce que je sais. Donc si vous êtes 24 parmi 712, c'est que vous êtes quand même déjà des talents. Vous êtes excellents. Donc je vous félicite déjà pour votre présence ici ce matin. Et je vous souhaite bonne chance, bon courage pour la suite. Après 1 heure de composition, tous disent avoir bien traité l'épreuve et n'attendent que le verdict des correcteurs. J'ai trouvé les épreuves faciles. Je vois que grâce à Dieu, si je peux être parmi les 12 finalistes, je vais continuer à me battre pour ma vie. Je serai parmi les 12 à aller au palais du Congrès.
et j'apporterai le premier prix. Je suis sûre de faire partie des 12 finalistes pour la finale de demain. 12 parmi eux pourront tirer leur épingle du jeu et prétendre participer à l'épreuve ultime, la finale de l'édition 2024, pour décrocher le grand prix du concours Memoun. Rendez-vous donc à la finale pour connaître l'heureux ou les heureux gagnants. En attendant, les trophées Koudio Lewis célèbrent l'art et l'histoire à travers une compétition unique. La deuxième édition a rassemblé une fois encore un public venu ce week-end à Cotonou. 12 finalistes se sont affrontés dans plusieurs catégories pour honorer la mémoire de Koudio Lewis, dernier survivant de la traite atlantique des esclaves. Pour le reportage, Christelle Tongodo et Bernol Jogbe. Ils sont 12 finalistes à s'affronter dans 3 catégories, déclamation poétique, chant panégyrique et œuvres d'art. Sous le regard attentif d'un jury aguerri, ils expriment leur talent avec passion et détermination. Adomé, ville au centre du Dahomey. Adomé, résidence du souverain du Dahomey, le roi Gezo, chasseur d'esclaves et chef Baba. Je ressasse les traitements que subissent les esclaves. En partant des esclaves enchaînés. Au terme de cette rencontre artistique, tous les finalistes reçoivent des médailles, symboles de leur engagement et de leur talent. Quant aux 3 lauréats de chaque catégorie, ils repartent avec des trophées en or, en argent et en bronze et une enveloppe financière. Organisée par le groupement Budal GIE, cette deuxième édition des trophées Koudio Lewis vise à perpétuer la mémoire de Koudio Lewis, né vers 1835 au Bénin, dernier survivant de la traite atlantique des esclaves entre l'Afrique et les États-Unis. Donc cette initiative a été mise en place pour impliquer la jeunesse à s'approprier cette histoire, son histoire, notre histoire, afin de garder le flambeau allumé et de veiller à ce que cette histoire-là ne perde jamais. Nous n'allons pas nous arrêter en si beau chemin. Les trophées Koudio Lewis vont se perpétuer et il y aura d'autres trophées au nom d'autres esclaves qui ont été déportés et dont les mémoires sont oubliées. À travers cette initiative, l'histoire de Koudio Lewis continue d'inspirer et d'éduquer les générations tout en valorisant les arts et la culture. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières qui nous conduit ce soir en Gambie, au Mozambique, mais aussi en Syrie. Le récit est signé Alain Sochouma. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme en Gambie se félicitent de la décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de soutenir la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis pendant la dictature de l'ancien homme fort de la Gambie, Yaya Jammeh. Nous savons évidemment que la justice est toujours lente, mais nous voyons que quelque chose se passe et cette nouvelle est évidemment une bonne nouvelle pour tous. Le cyclone Chido qui a touché terre au Mozambique le 15 décembre 2024 fait au moins 34 morts, des centaines de blessés et des milliers de déplacés. Une femme forcée de quitter sa maison dans la ville côtière de Pemba témoigne de l'impact de la puissante tempête. J'ai pris mes enfants et en courant, j'ai vu d'autres familles tomber à cause de la force du vent et d'autres éviter les objets qui tombaient des maisons. Dans la campagne fertile de Misrata en Libye, entre oliviers et agrumes, Ismaël Ben Saoud a fait le pari risqué de planter des palmiers dattiers d'une variété inédite dans le pays, le mandjoul, qui s'épanouit si bien que le cultivateur envisage d'exporter ses dattes. Les enquêteurs des Nations Unies qui rassemblent depuis des années des preuves sur les crimes commis en Syrie espèrent que la chute de Bachar al-Assad leur permettra enfin d'accéder aux scènes de crimes et à des preuves massives.
Ce que nous avons noté et qui nous donne de l'espoir, c'est une prise de conscience de la part des autorités de transition et des acteurs de la société civile syrienne quant à la nécessité de préserver les preuves, explique Robert Petit, chef du mécanisme international impartial et indépendant de l'ONU sur la Syrie lors d'une conférence de presse à Genève. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec ce même plaisir. Bonsoir chez vous.